des produits récoltés qui n'arrivent pas dans la bouche du consommateur. Et ça, ça signifie que dans un système où on dit on veut augmenter la production de 0,8%, si on avait un impact de 5% là-dessus, on arriverait à 2% d'augmentation de la production dans la bouche du consommateur, ce qui est énorme. Face aux besoins croissants de nourriture, puisque la population démographique est en phase de croissance, elle le sera jusqu'à peu près 2050 pour être portée à 9 milliards de personnes. Comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire alors que déjà aujourd'hui nous estimons que nous avons assez de production agricole et que tout le monde n'est pas servi? L'arachide actuellement sur le marché de Rotterdam est à 1 400 € la tonne, quand elle est à 950 départ Argentine. La différence, c'est pas le transport. Pas le bateau. Dire que ce partenariat avec ACF, le premier partenariat date de 1993. Et c'était quelque chose de totalement innovant. Et si tu t'en souviens, le Rwanda, le F100, on a eu un financement de l'ANVAR à l'époque, qui est OSEO maintenant, l'Agence de valorisation de la recherche. Mais c'était quelque chose de tout à fait innovant et qu'il était difficile je vais dire, de mettre en place dans les esprits. Et ça a changé quoi? Ça a changé une accélération de l'accès des aliments adaptés, consommables. On avait avant au Rwanda, parce que ça s'est fait là, du CSB, principalement. CSB et on mélangeait du lait, de l'huile, du sucre, céréales, soja blend, des formules plus pâteuses, plus difficiles que ce qui a été mis au point. Mais ça a été mis au point par des nutritionnistes de terrain, avec effectivement des spécialistes de ces questions-là, parce qu'après c'est des méthodes de recherche sur lesquelles vous avez travaillé Nutri7 pour ça. Donc voilà, mais ça va continuer à se faire. Et en même temps des modèles de dépendance, parce que il y a des pays qui prennent en compte leur vulnérabilité alimentaire. Je citais la Corée du Sud, 4e importateur mondial, qui carrément cherche ouvertement à acheter des terres et va les acheter, parce que, comme l'a dit aussi notre ami Didra, la Chine achète, elle, les ressources et s'est mis en RDC récemment, je ne sais plus quel minerai, etc., sur du long terme. Katanga, voilà. Donc il y a aussi le marché privé non régulé de tout ça, de toutes ces règles qui font que des gens prennent des options pour s'assurer eux-mêmes leur subsistance, pouvoir après. Et ça, c'est le point qu'on évoquait de l'enjeu de la gouvernance. C'est-à-dire à un moment donné, qui met un coup de sifflet en disant on met tout sur la table parce que. Alors est-ce que c'est le G20 qui va le refaire? Est-ce qu'on va avoir une deuxième couche par rapport à Pittsburgh où c'était promesse et là on va aboutir à des résultats? Je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'est pas les ONG qui vont sauver la planète, loin de là. Les entreprises peuvent y contribuer, les ONG peuvent y contribuer, le public, mais c'est ensemble. Aujourd'hui, tout le monde arrive à ses conclusions. Maintenant, il faut qui prend le drive là-dessus et organise. J'étais au Maroc récemment et je voyais des pères de famille très très inquiets par rapport à des jeunes. Ça c'est de la liberté humaine, mais qui n'ont qu'un objectif, c'est partir, quitter le pays, qui veut vivre comme à la télévision. Pourquoi je vais faire comme mon père, mon grand-père, à passer des heures à cultiver la terre? Donc on a aussi un problème de valoriser ce travail, de ce que c'est ce travail à la terre, c'est l'avenir de l'humanité. On a une responsabilité aussi sociétale de ce qu'on valorise ou pas. Mais voilà, nos valeurs, quelles sont nos valeurs? Comment allons-nous nous nourrir demain? Ça va passer par des hommes qui vont remonter les manches et qui vont continuer à le faire ou pas, ou effectivement ça va être de l'industrie alimentaire mais qui fabrique à quoi? Des chips qui vont nous faire devenir des obèses, comme disait notre ami tout à l'heure. Je sais pas, mais on est face à tous ces modèles possibles.